Bonjour les 5e B, donc on se retrouve aujourd'hui pour la correction du travail que vous aviez à faire sur l'extrait du Seigneur des Anneaux. Donc je vous avais conseillé, on va reprendre le texte ensemble, mais je vous avais conseillé de prendre des notes de lecture au fur et à mesure, puisque il y a pas mal de personnages et puis surtout ce qui complique un petit peu les choses, ce sont toutes les reprises nominales et pronominales, donc on va voir un petit peu au fur et à mesure du texte. Alors ça c'est ce qu'on va voir ensemble. Je reprends le texte. Je vous l'ai déjà dit plein de fois mais je le répète. Le préambule, toujours très important. Alors, il ne fait pas partie du texte à proprement parler. En revanche, il va permettre d'apporter des informations essentielles. Je vous ai déjà dit que plus le préambule était long, plus il fallait le lire avec attention, parce que ça veut dire qu'on estime que vous avez besoin de ces informations-là pour comprendre l'extrait. Donc, même s'il ne fait pas partie du texte à proprement parler, c'est ce qu'on appelle le paratexte, avec donc le préambule, les notes explicatives, le vocabulaire, etc. Tout ça c'est du paratexte, les références aussi. Mais bien évidemment que c'est souvent indispensable dans la compréhension de l'extrait. Donc, élément important du préambule, parce que ça vous situe le cadre de ce combat. Donc vous avez ici déjà des personnages que vous allez relever au fur et à mesure. Là, c'est pas du tout ce que je lui avais demandé. Hop. Donc on est dans le royaume de Rohan, attaqué par l'armée du Seigneur des Ténèbres, qui évidemment est accompagné des Nazgûl, donc vous avez une note explicative, les anciens rois morts corrompus par l'anneau, ce sont donc des spectres, des fantômes, d'où évidemment la difficulté pour les humains qui vont les affronter, difficulté à en venir à bout, et opposé à cette armée du Seigneur des Ténèbres, le roi du Rohan, ainsi que Dernhelm et Merry. Merry, on vous dit dans le préambule qu'il s'agit d'un hobbit. Donc voilà pour le préambule. Ensuite dans le texte, alors moi j'ai vraiment repris ici l'essentiel, mais vous pouvez avoir noté plus de détails si vous en aviez besoin pour bien situer le contexte et les personnages. Donc je vais reprendre dans ces premiers paragraphes ici. La difficulté c'est que comme on est dans un extrait, on arrive au milieu alors pas vraiment un dialogue, mais en tout cas quelqu'un qui prend la parole. On ne sait pas de qui il s'agit, ni dans la première intention, ni dans la réplique, ce qui fait qu'on va être obligé d'attendre un petit peu pour comprendre qui était en train de s'exprimer. Une lame résonna sortant du fourreau, « Fais ce que tu veux, mais je ferai tout pour l'entraver si je peux. M'entraver, moi, pauvre fou, aucun homme vivant ne le peut. » Donc, que ce soit dans la première réplique ou dans la deuxième, on ne sait absolument pas qui s'exprime. Premier personnage à apparaître, vraiment, en tout cas à être nommé, c'est Merry. Donc, lui, il écoute, c'est donc pas lui qui était en train de s'exprimer. Merry perçut alors de tous les sons entendus en cette heure le plus étrange. Il semblait que Dernhelm riait, et sa voix claire était comme un tintement d'acier. Donc là, on comprend que Dernhelm était en train de parler. Donc ça fait partie justement du dialogue qui est juste au-dessus. Et Dernhelm s'exprime en disant « Je suis en vie, mais non un homme. Tu as devant toi une femme, je suis Éowyn, fille d'Éomund. Tu te dresses entre moi et mon seigneur et parent. Va-t'en si tu n'es pas immortel, car, vivant ou mort-vivant, je te frapperai si tu le touches. » Là, ça va nous permettre de mieux comprendre le premier échange. Puisque justement, la première personne à s'exprimer disait « Fais ce que tu veux, mais je ferai tout pour l'entraver si je peux ». Et la réplique, c'était « M'entraver moi, pauvre fou, aucun homme vivant ne le peut ». On comprend donc que c'était Dernhelm qui s'exprimait en premier, en disant qu'il se mettrait en travers du chemin du Nazgûl, et c'est le Nazgûl qui lui répond. Là où ça se complique, c'est qu'on apprend dans cette réplique-là, il y a une vraie révélation,
que Dernhelm est en fait une femme, et qu'il s'agit d'Éowyn, qui avait pris cette apparence-là à la fois pour se cacher et pour pouvoir participer au combat. Donc là déjà, on va avoir en fait plusieurs appellations pour un seul personnage, hein, avec cette révélation qui arrive ici. Donc ça, on va le reporter sur nos notes de lecture. Hein, Éowyn, qui a priori est en fait, est Dernhelm. Il s'agit bien de la même personne, elle est prête à combattre la créature ailée qui est le seigneur des ténèbres, Nazgûl. Alors, plus exactement, c'est la monture du seigneur des ténèbres, la créature ailée, puisqu'on va comprendre par la suite hein, qu'en fait il est en train de chevaucher une sorte de dragon, et donc il va falloir affronter les deux. Ensuite, on reprend le texte. Donc, la créature ailée cria après elle, mais le spectre de l'anneau ne fit aucune réponse. Il se tint silencieux, comme soudain assailli d'un doute. Et là, on comprend justement qu'il vient de dire qu'il ne craignait rien, puisqu'aucun homme vivant ne pouvait le tuer, en gros. Ce à quoi Éowyn lui réplique « Bah oui, je suis vivante, certes, mais je suis pas un homme, je suis une femme. » Et on sent effectivement dans le texte un doute assaillir le Nazgûl, comme s'il s'était jamais posé cette question. Quand on dit qu'il est à l'abri des attaques des hommes, est-ce qu'en fait c'est les hommes en général ou est-ce que ce sont vraiment les personnes de sexe masculin? Donc, petit moment de doute chez le Nazgûl. Pendant un instant, la plus totale stupéfaction eut raison de la peur de Merry, puisque lui, il assiste à tout ça. Pour rappel, hein, les hobbits sont de très petite taille, donc forcément, au milieu de ce combat, il est assez impressionné. Il ouvrit les yeux et constata que sa vue n'était plus obscurcie. La grande créature était ramassée à quelques pas de lui. Tout semblait noir autour d'elle et le seigneur des Nazgûl qui se dressait au-dessus, hein, donc la grande créature, c'était le dragon, on parlait de la créature ailée, le seigneur des Nazgûl qui chevauche ce dragon. Un peu à gauche, leur faisant face, se tenait celle qu'il avait appelée Dernhelm, hein, au moment où il croyait que c'était Dernhelm. Là, il vient d'apprendre qu'en fait, c'est Éowyn. Mais le aume du secret était tombé de son front, et sa claire chevelure, délivrée de ses liens, versait un chatoiement d'or pâle sur ses épaules. Hein, donc on a une confirmation visuelle hein, que c'est bien une femme. Ses yeux d'un gris de mer étaient durs et implacables, pourtant des larmes coulaient sur sa joue. Une épée luisait dans sa main et son bouclier était levé contre l'horreur des yeux de son ennemi, puisqu'elle fait face à un Nazgûl qu'elle a sans doute jamais vu d'aussi près. C'était Éowyn et en même temps Dernhelm, car Merry revit en un éclair le visage qu'il avait remarqué au départ de Denart, le visage d'un désespéré partant en quête de la mort. Alors, on va reprendre ici quelques explications. Hein, peu de choses. Hein, donc là, on a cette confirmation. Merry décide de s'impliquer dans ce combat et d'aider Éowyn, justement quand il apprend que c'est une femme et que il se rend compte qu'elle était partie au combat avec le risque d'y laisser sa vie. Hein, qu'elle est là pour défendre le roi, quitte à en mourir. Donc, il décide de l'aider, on va reprendre ça dans le texte, et puis ensuite on reprendra vraiment pour le détail du combat. Alors je sais plus où j'en étais. Ici. Donc son cœur s'emplit de pitié, d'émerveillement aussi. Et soudain s'éveilla en lui le lent courage de son espèce. Il serra le poing. Elle ne devait pas mourir, si belle, si désespérée. Du moins, elle ne mourrait pas seule, sans assistance. La face de leur ennemi, donc cette fois on parle du Nazgûl, n'était pas tournée vers lui, mais il osait à peine bouger, craignant que le regard mortel ne se portât sur lui. Lentement, il se traîna sur le côté. Mais le noir capitaine, donc là je vous parlais des reprises nominales, hein, tout ça c'est pour à la fois éviter les répétitions bien sûr, mais aussi on l'avait vu hein, dans le travail que vous aviez fait sur le portrait, mais aussi pour
alimenter un peu la légende de ce Nazgûl. Toutes les appellations, on le verra dans la question 8, ne sont pas choisies au hasard, bien évidemment. Le noir capitaine, son doute et sa malveillance tout entier dirigés vers la femme devant lui, donc Éowyn, ne lui fit pas plus attention qu'à un ver rampant dans la boue. Soudain, la grande, donc là on commence le combat, la grande créature battit de ses horribles ailes qui dégagèrent un vent fétude. Donc la grande créature, c'est le dragon. D'un bond, elle s'éleva de nouveau dans l'air et avec un cri strident se jeta sur Éowyn à grands coups de bec et de serre. Donc avant d'affronter le Nazgûl, Éowyn va déjà devoir se défaire du dragon. Mais toujours Éowyn restait impassible. Fille des Rohirrim, enfant des rois, mince comme un fil d'épée, belle mais terrible. Elle porta un rapide coup, sûr et mortel. Sa lame trancha le cou tendu, donc le cou du dragon, et la tête tomba comme une pierre. D'un bond, elle recula, tandis que l'immense forme, donc toujours le dragon, périclitait, c'est-à-dire tombait, s'écroulait. Ses vastes ailes déployées s'écrasant sur la terre. Et lors de sa chute, l'ombre passa. Une lumière descendit sur Éowyn, et ses cheveux brillèrent dans le soleil levant. Donc là, vous remarquez tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour remplir le tableau. Au milieu du naufrage se dressa le cavalier noir. Donc le dragon s'effondre, mais le cavalier noir qui était en train de le chevaucher n'a pas été touché, lui. Donc il se dresse haut et menaçant, bien au-dessus d'elle, donc au-dessus d'Éowyn. Avec un hurlement de haine qui brûlait les oreilles comme du venin, il abattit sa masse, donc sa masse d'armes. Rappelez-vous, on avait travaillé aussi sur les armes du Moyen-Âge. Le bouclier d'Éowyn vola en éclats, et son bras fut brisé. Elle tomba à genoux. Comme un nuage, il fondit sur elle, et ses yeux étincelèrent. Il leva sa masse pour tuer. Mais soudain, lui aussi tomba en avant, avec un cri d'atroce douleur, et son cou dévia de sa cible, se fichant dans le sol. L'épée de Merry l'avait frappé par derrière, déchirant le manteau noir, et montant sous le haubert, avait percé le tendon derrière son puissant genou. Donc il l'attaque à sa taille. On sait que le Nazgûl est très grand et que Merry est très petit. Merry, on l'avait un petit peu, il s'était fait oublier. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était là. Le Nazgûl ne le regardait pas, donc il en profitait justement pour partir sur le côté. À partir de là, on n'a plus eu de ses nouvelles, justement parce que, là je suis en train d'expliquer déjà la question 8, il me semble que c'est la 8, on vérifiera ensemble, où justement c'est sa tactique pour pouvoir être utile dans ce combat et attaquer le Nazgûl. Éowyn, Éowyn, cria Merry. Alors, chancelante, elle se releva avec peine, et de ses dernières forces, elle plongea son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se penchaient sur elle. Donc les épaules du Nazgûl, toujours. Il a été blessé par Merry, ce qui fait qu'il n'a pas pu achever Éowyn, mais le combat n'est pas encore terminé. En revanche, ce qu'on vous dit, elle plongea son épée entre la couronne et le manteau, c'est-à-dire là où devrait se trouver la tête, mais on sait qu'il s'agit d'un spectre, d'un fantôme, donc comme si justement il n'y avait pas de visage vraiment défini, comme si elle ne savait pas exactement à quoi il ressemblait, où était sa tête. La lame jeta des étincelles et se brisa en maints fragments, en beaucoup de fragments ça veut dire. La couronne roula sur le sol avec un bruit métallique. Et ça c'est symbolique bien évidemment, c'est-à-dire que justement elle vient de mettre à terre, de vaincre le roi. Le roi des ténèbres. Éowyn tomba en avant sur la dépouille de son adversaire, donc sur son cadavre. Mais voici, manteau et haubert étaient vides. Ils gisaient sur le sol en une masse informe, chiffonnée et lacérée, et un cri monta dans l'air frémissant, bientôt réduit à une plainte aiguë, emportée par le vent, une voix maigre et désincarnée qui, noyée, s'éteignit pour ne plus jamais être entendue au cours de cet âge du monde. Donc ici, on a la fin de ce combat dans lequel on savait que le Nazgûl se sentait invincible puisque
aucun homme vivant ne peut l'atteindre. En revanche, ce qu'on découvre ici, c'est qu'une femme peut en venir à bout. Alors je passe un petit peu vite, hein, évidemment j'ai résumé tout un tas de choses, mais dans ce qu'on peut noter justement, ligne 42 à 63, et on a le combat. Éowyn tranche la tête de la créature ailée en premier, Merry l'aide à exécuter le Seigneur des Ténèbres. Dans le dernier paragraphe, on voit qu'Éowyn achève le Seigneur des Ténèbres grâce à ses dernières forces, et il disparaît. C'est un spectre, un fantôme, donc une fois que la couronne a roulé à terre et qu'elle l'a achevé, il n'y a plus rien, il n'y a pas de cadavre, pas de dépouille, il n'y a rien du tout, comme s'il s'était évaporé. Et la seule chose qu'il en reste, c'est le cri qui monte dans les airs. Donc voilà, après ça c'est des notes de lecture, hein, donc vous avez pu noter les choses différemment. Ce qu'il faut, c'est que ça vous ait aidé à bien comprendre le déroulement de ce texte et donc du combat avec les différents personnages. En fait, quand on regarde bien les personnages dont on parle vraiment, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a d'un côté Éowyn et Merry, et on parle du roi au début, mais qui va plus du tout être évoqué par la suite. Et puis de l'autre côté, le Nazgûl, le Seigneur des Ténèbres, et sa monture, hein, le dragon. C'est tout. Alors, pour ce qui est des questions, la 4e question vous demandait, je vous avais dit 4, 8 et 9, hein, la 4e vous demandait de montrer qu'Éowyn est associé à la lumière et le Nazgûl à l'obscurité. Donc on vous donne déjà la réponse, hein, c'est simplement on vous demande de faire le relevé dans le texte de ce qui prouve justement que Éowyn est associé à la lumière alors que le Nazgûl est associé à l'obscurité. Donc on vous disait relever et classer les expressions qui les désignent ou les caractérisent dans un tableau à 2 colonnes. Alors si on reprend le déroulement du texte, d'abord dans le préambule, vous allez trouver des choses sur le Nazgûl, hein, qui est appelé le Seigneur des Ténèbres. Donc là, ça appartient. En fait, ce qu'on vous demande de relever, c'est le champ lexical de l'obscurité quand on parle du Nazgûl, et de la lumière quand on parle d'Éowyn, et de voir justement comment ils sont associés. Les rois morts corrompus, là aussi, hein, on est à la fois dans les spectres et en plus dans le côté sombre de la nature humaine, hein, parce que la corruption, ça veut dire justement que ils sont passés de l'autre côté, en quelque sorte. Ensuite, ligne 6, vous avez la voix claire d'Éowyn, et puis plus loin, ligne 20, sa claire chevelure. Pendant ce temps-là, pour parler du Nazgûl, vous avez le spectre de l'anneau, hein, donc le fantôme, qui est associé en général plutôt à l'obscurité, et puis ligne 18, telle une ombre de désespoir, vous avez à la fois ombre et désespoir qui vont ensemble. Ça c'était dans l'autre sens du coup, ou à moins que je me sois trompée, c'est peut-être 27, je vérifie tout de suite. Non, c'était bien 17, donc effectivement ça va juste avant. Tout semblait noir autour d'elle. Donc, elle, bien sûr que c'est Éowyn, sauf que si tout semblait noir autour d'elle, c'est parce que justement le Nazgûl monté sur son dragon occulte toute la lumière autour, et donc ça vient de lui. Hein, cette obscurité qui englobe Éowyn vient du Nazgûl. Et puis pour terminer, donc ici pour Éowyn, un chatoiement d'or pâle, hein, ça c'est au moment justement où elle libère ses cheveux qui tombent sur ses épaules. Vous avez ligne 51, d'un côté l'ombre passa, donc l'ombre du dragon et du Nazgûl, et ce qui fait que c'est au moment où il va être achevé, où il s'écroule, hein, ce qui fait que la lumière revient sur Éowyn, hein, donc descendit sur Éowyn, ses cheveux brillèrent dans le soleil levant, là justement elle reprend la lumière alors qu'elle était dans l'ombre du Nazgûl et du dragon. Vous avez un petit peu plus loin, pour parler du Nazgûl, le cavalier noir menaçant, le manteau noir, et puis pour terminer, la lame jeta des étincelles. Alors on l'associe à la lumière d'Éowyn, mais c'est un petit peu plus ambigu parce que c'est au moment justement où elle va transpercer le Nazgûl. Toujours est-il que se relever, alors ça vraiment, logiquement je pense que vous avez à peu près les bonnes réponses dans le tableau, sinon vous complétez bien sûr.
En revanche, ce qui est là en rouge, bien sûr, vous le notez, en rouge, se relever montre une opposition très nette entre les deux combattants, avec d'un côté la lumière, de l'autre l'obscurité. Ces champs lexicaux renforcent l'opposition manichéenne, c'est-à-dire on parle de quelque chose de manichéen quand vraiment il y a une opposition sans aucune nuance entre ce qui est bien et ce qui est mal. Des fois, ça peut même être un peu réducteur, c'est-à-dire que c'est comme si c'était tout blanc ou tout noir. On ne fait vraiment pas dans la nuance. Ensuite, la question 8 portait justement sur la technique, on va dire, sur la stratégie utilisée par Merry. Que se serait-il passé si Merry n'avait pas attaqué le Nazgûl, et de quoi a-t-il profité pour lancer son attaque? Alors évidemment, il sauve la vie d'Éowyn, et donc la victoire tout entière. Mais là, on est vraiment focalisé sur ces personnages-là, c'est une petite partie du combat. Car sans son attaque surprise, le Seigneur des Ténèbres aurait achevé Éowyn, puisqu'on sait qu'au moment où intervient Merry, au début de la 2e page, le Nazgûl est sur le point d'achever Éowyn. Il l'a déjà mise à terre avec sa masse d'armes, et il est en train de la faire tourner, de la relever pour finir le travail. Ce qui va faire qu'il va rater Éowyn, c'est que Merry intervient et le blesse par derrière, donc sous l'effet de la douleur et de la surprise, il rate sa cible. Merry profite de la focalisation, c'est-à-dire la concentration du Nazgûl sur la guerrière, sur Éowyn. Il s'est fait complètement oublier, exactement comme dans le texte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au moment où on lisait, on s'est rendu compte que on était tellement nous aussi concentrés, et ça c'est normal, c'est la technique de l'auteur. Le narrateur focalise toute son attention et la nôtre sur l'opposition entre le Seigneur des Ténèbres et Éowyn. Du coup, on en oublie Merry. Pourtant, on nous a bien dit qu'il était en train d'essayer de le contourner discrètement. Mais comme on n'en reparle plus, on finit par l'oublier, et justement, il va intervenir pile au bon moment. Donc, vous corrigez votre réponse. Et puis, pour terminer, la question 9, on va s'en servir pour faire un petit peu une synthèse. D'ailleurs, c'est la question bilan. Qu'est-ce qui rend héroïque chacun des deux personnages principaux? Cet extrait souligne le courage, la valeur, la solidarité d'Éowyn et de Merry, qui sont prêts à risquer leur vie pour combattre un ennemi réputé invincible. Donc, concrètement, au début de l'affrontement, ils semblent n'avoir aucune chance. Déjà ensemble, mais évidemment seuls encore moins. Donc il faut pour ça du courage, de la valeur, et puis la solidarité, c'est justement ce qui fait que c'est à deux qu'ils y arrivent. Autrement, ils ne seraient pas venus à bout du Seigneur des Ténèbres. Merry ne pouvait sans doute pas tuer le Nazgûl, mais en revanche, l'aide qu'il va apporter à Éowyn est déterminante. Donc ces qualités, c'est bien celles qui font de l'héroïsme. On va retrouver toute la loyauté qu'on avait évoquée dans le roman de chevalerie. Et évidemment, c'est ce que je vous disais en début de séquence, là ce qu'on voit, c'est une reprise de toutes ces caractéristiques du roman de chevalerie, à la fois dans le combat, mais dans toutes les valeurs des héros. L'heroic fantasy reprend énormément de poncifs, c'est-à-dire de caractéristiques du roman de chevalerie, donc des textes médiévaux. L'ambiance, les armes, les combats, tout est très très similaire au roman de chevalerie. La seule chose qui est complètement différente, c'est que ça se situe dans un univers merveilleux, alors que ça n'est pas le cas du roman de chevalerie. En tout cas, c'est pas le cas majoritairement. Quelquefois, il peut y avoir des interventions d'adjuvants de personnages qui vont être un petit peu féeriques, mais c'est vraiment à la marge. Globalement, ça n'est pas une caractéristique du roman de chevalerie. Alors que la reprise de ces héros dans l'heroic fantasy, donc aujourd'hui, se fonde entièrement, a lieu et
entièrement dans le merveilleux. D'où d'ailleurs, par exemple, le retour des spectres qui chevauchent des dragons, etc. Ça, c'est un exemple que vous connaissez tous, hein, que ce soit en texte ou en film, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Hein, je vous ai déjà dit, le succès d'une œuvre littéraire ou d'un genre littéraire, on va le mesurer au nombre de reprises qui en sont faites. Et là, ça devient carrément un genre à part entière de reprendre les caractéristiques du roman de chevalerie. Donc, voilà pour la correction de ces questions-là. Et puis, je vous avais dit ensuite, je le remets parce que si vous n'avez pas eu le temps, hop, vous mettez pause et puis vous prenez la correction. Ensuite, on va reprendre l'adaptation cinématographique de cette œuvre de Tolkien. Et que vous connaissez en général tous. Donc, Le Seigneur des Anneaux, comparaison entre l'extrait du texte de Tolkien et son adaptation au cinéma par Peter Jackson. Je vous remets l'extrait. Donc je vous l'avais mis dans le cours la semaine dernière, mais je remettrai le lien. En le regardant, vous vous interrogez justement sur tout ce qui est fidèle au texte et tout ce qui est un petit peu différent. Voilà, donc j'arrête l'extrait ici puisque la suite ne correspond, enfin on l'a pas dans le texte, mais ce qui m'intéresse c'est ce qui est avant. Donc, si vous avez bien vu tout ça, bien regardé, il y a énormément de similitudes. Déjà, ce qui est complètement fidèle au texte, c'est tout le déroulement, alors les personnages évidemment, le contexte, mais tout le déroulement du combat. Étape par étape, tout se passe exactement comme dans le texte, à quelques petites différences près. Donc,
vous notez, vous pouvez le mettre à la suite du cours, hein, vous tracez juste un petit trait, puis vous mettez une comparaison entre le texte et l'adaptation cinématographique. L'adaptation est assez fidèle au texte, on retrouve les dialogues, la description des personnages et surtout le déroulement du combat entre Éowyn et le Nazgûl. En revanche, ce que je vous disais, il y a quelques modifications qui ont été apportées avec l'image. Je vous disais que les dialogues étaient les mêmes, c'est le cas, sauf qu'ils ne sont pas utilisés au même moment. Hein, la révélation de l'identité d'Éowyn et les répliques sur le fait que un homme ne peut pas tuer le Nazgûl, que oui, bien sûr, mais elle, c'est une femme, ça vient tout à la fin. Hein. Cette révélation, elle est retardée, ça crée du suspense et davantage de spectacle autour du dernier coup, du coup fatal pour le Nazgûl, puisqu'il est complètement sûr de lui, d'être invincible, et ben non. Et ça, justement, c'est gardé pour la fin. On va le reprendre avec l'image tout de suite. De la même façon, comme ça je vous montre tout en même temps, il y a beaucoup moins, on va pas tellement retrouver dans l'image le travail que vous avez fait sur l'opposition entre lumière et obscurité. Ça se comprend puisque justement à l'image ça peut être très visuel mais c'est plus difficile à faire. Donc justement on va se concentrer sur autre chose pour montrer la différence, l'opposition, c'est sur la taille. On a énormément de plongées contre plongées, des champs contre champs, justement dans la façon de cadrer l'image. C'est là-dessus qu'on va jouer plus que sur la luminosité, hein, pour montrer justement l'opposition entre Éowyn et le Nazgûl. Alors, je le remettrai après pour que vous puissiez copier. Je vais reprendre le déroulement. Alors, au début, on a le roi, hein, dont on parle très très rapidement au début. On voit que il est en mauvaise posture et que Éowyn va venir s'interposer au moment où le Nazgûl s'apprête Je vais enlever le son parce que du coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien quand je parle. Voilà, donc. Là, il s'apprête à achever le roi, mais Éowyn va venir s'interposer. Donc en fait, notre extrait, hein, dans le texte, il commence ici. Et justement, on va voir que le dialogue n'est pas exactement le même. Donc là, il la menace en quelque sorte en lui disant ne t'interpose pas entre un Nazgûl et sa proie. Hein, c'est une sorte de menace, mais pour l'instant, il n'y a pas de référence à son invincibilité. Ça va venir vraiment tout à la fin. Donc là, vous avez tout le combat avec le fait que d'abord elle tranche la tête du dragon, puis le Nazgûl réapparaît, il va la bousculer, si on peut dire, avec sa masse d'armes, hein, et donc la mettre à terre, etc. Ça, je vais passer un peu vite. Voilà, donc là, il se relève. Et je vous parlais justement des plongées contre plongées. Là, on est complètement en contre-plongée, c'est-à-dire que c'est comme si on le regardait du dessous, justement pour insister sur la différence de taille entre Éowyn et le Nazgûl. Donc le fait d'avoir un cadrage, un angle de vue du dessous, ça grandit encore le personnage. Et puis là, j'en profite, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on voit le haume, on voit le manteau en dessous, mais on devine rien au milieu, hein, parce que justement il est insaisissable, c'est un fantôme, un spectre, donc on voit pas de visage, on voit rien de précis. Et justement dans le cadrage, là on peut retrouver un peu cette idée d'obscurité, mais surtout on choisit de venir se mettre derrière pour
avoir Éowyn toute petite, hein, comme si elle était un peu en plongée, même si ce n'était pas tout à fait exact ici. En revanche, comme elle est à l'arrière-plan, et on a au premier plan le dos du Nazgûl, et donc très sombre, et sa masse d'armes, très menaçante, et on voit bien d'ailleurs qu'elle le regarde, et on va avoir par la suite un raccord regard d'ailleurs, pour montrer qu'elle est impressionnée, et évidemment là, nous, la façon dont on le voit, elle semble très très vulnérable, ce qu'elle est d'ailleurs. Voilà, là je vous parlais du raccord regard, elle est en train de fixer cette masse d'armes en se disant qu'elle fait pas le poids. Et là, elle relève les yeux vers le Nazgûl, ce qui insiste justement sur la différence de taille. Voilà, donc là, elle a été mise à terre, et c'est seulement ici qu'on va retrouver le dialogue qu'on avait au début du combat dans le texte. Donc là, il vient de lui dire, espèce d'idiot, aucun homme ne peut me tuer. Donc meurt à présent. On se dit que c'est fini, sauf que justement c'est là que va intervenir Merry, qu'on avait pour le coup là aussi, comme dans le texte, complètement oublié. Donc là on a l'impression que en touchant le Nazgûl, il se blesse comme si justement la force était tellement négative que simplement en l'approchant, ça rejaillit sur celui qui va le toucher. Parce qu'on va voir la même chose après avec Éowyn. Ouais. Donc là, alors j'ai stoppé un tout petit peu trop tard, mais on peut retrouver un petit peu de la lumière justement au moment où elle enlève son aume et qu'on a la révélation que c'est une femme. On retrouve les cheveux chatoyants sur les épaules, etc. Et comme tous les détails du texte. Et c'est là qu'elle va lui dire justement je ne suis pas un homme, et elle va pouvoir, du coup elle va pouvoir l'achever. Donc elle aussi elle semble blessée, hein. Voilà, et donc le Nazgûl qui s'évapore, qui disparaît une fois qu'il est vaincu. Donc, je remets la petite explication que vous avez à noter. Et puis, alors, ça, je vais vous... On devait avoir normalement autre chose à faire, mais ça commence peut-être à un peu long. Donc, je vais vous indiquer ce que vous pouvez lire par la suite. Mais on le fera un peu c'est pour ceux qui sont motivés, qui ont un peu de temps. Donc là vous mettez pause, vous copiez ça, et puis pour la suite il y a un deuxième extrait que vous avez, donc je le mets tout de suite à la page 190, qui est beaucoup plus court. Hein, qui est un extrait là aussi d'Heroic Fantasy dont vous avez forcément entendu parler, The Game of Thrones, donc le trône de fer dans la traduction française, sur Arya, hein, la fille Stark, au moment où justement elle est encore vraiment une enfant, hein, et où elle insiste à tout prix pour apprendre à se battre à l'épée. Donc vous pouvez, si vous êtes motivé, vous pouvez lire ce petit texte-là et travailler les 4 petites questions que vous avez ici, qui sont assez simples. Hein. Et puis, la prochaine fois, avant de parler de la parodie,
donc une autre forme de reprise. Je vous donnerai la correction de ces questions-là. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Alors il ne reste pas grand-chose, mais on se retrouve vendredi justement pour reprendre ce petit extrait-là pour ceux qui l'auront travaillé, et puis travailler sur la parodie. Bonne fin de journée!